Donc ce moteur, c'est un nouveau type de moteur où les lois des autres moteurs classiques ne s'appliquent pas. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Nexus. Nous voici en présence de Christophe Tétart, ingénieur, chercheur, autodidacte depuis plus de 20 ans. Il nous a accueillis dans son laboratoire en Vendée. Christophe, tu prépares un projet depuis des années, le projet Atlas, projetatlas.fr. Est-ce que tu peux nous dire quel est ce projet, son objectif Ouais. Alors le projet Atlas, alors ça fait pas des années, c'est une extension, c'est une finalisation de toutes les envies, les travaux, les échecs, les erreurs, des réitérations de projets qui n'ont pas abouti et j'en passe. Le but de ce projet, c'est d'avoir une association qui donne la possibilité aux gens, dans tout ce qui est technologie alternative, alors j'entends dans tout ce qui est technologie alternative, toute technologie qui n'est pas communément acceptée dans le cadre scientifique, notamment l'énergie libre. Et d'où vient cette idée? Cette idée vient en fait un peu d'une frustration, du fait que depuis 22 ans, j'ai été confronté à énormément de pièges, alors que ce soit académique, que ce soit scientifique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, projet, que ce soit dans les levées de fonds, que ce soit aussi le fait de savoir comment aborder des gens, des investisseurs, comment ne pas se faire avoir, parce que je me suis fait avoir mais de plein de fois, et c'est fournir un lieu qui permette de mettre en commun, en open source, toutes les technologies alternatives. Et finalement, on prévoit de faire un incubateur de start-up pour tout ce qui est justement des gens qu'on sélectionnerait par un comité scientifique. Il y a déjà des ingénieurs, des doctorants qui rejoignent l'aventure, des avocats aussi. Et l'idée, c'est justement de fournir un écosystème, toute une expérience de gens qui peuvent permettre de créer des prototypes, d'accompagner les gens. Voilà. Mais nous, on veut que quand les gens viennent, on les aide, on leur trouve des investisseurs, on développe leurs prototypes avec eux. Et voilà, le but, c'est open source, on fait ça avec le cœur, on fait ça pour le peuple. Et le but, c'est de ne pas faire ça en priorité pour l'argent, mais pour faire avancer les projets. Et moi, je me dis, faut que tu incarnes l'exemple que tu veux dans le monde. Et finalement, vous êtes là aujourd'hui et j'ai créé une publication. Je commence à mettre en open source une publication scientifique sur un nouveau moteur. Voilà. Nous allons y revenir sur ce moteur que tu nous as présenté en petit comité ce matin, exclusif. Là, c'est comme une batterie. Cette batterie, je vais injecter comme un interrupteur, je vais faire on-off à des intervalles réguliers et précis pour faire disparaître l'aimant. Donc, en gros, je prends de l'énergie des condensateurs de la batterie, c'est stocké dans le champ magnétique pour faire disparaître l'aimant, mais faire disparaître cet aimant ne me demande pas plus d'énergie. C'est gratuit de faire disparaître l'aimant. Au moment où l'aimant est disparu, il se passe que j'ai mon codeur qui, lui, il va ouvrir l'interrupteur, donc le courant, lui, ne va plus circuler. Si le courant ne circule plus, le champ magnétique, lui, il va s'effondrer, mais instantanément, il fait pouf, en quelques, genre 500 nanosecondes, c'est très rapide. Du coup, le champ magnétique des aimants, lui, il va réapparaître, et c'est le champ magnétique des aimants qui produit le travail. Alors, il accélère beaucoup là, vous entendez? On accélère. Là, il accélère beaucoup, vous voyez? Et là, j'injecte de l'énergie, hop. Et là, vous allez voir, il reprend de l'inertie, parce qu'en fait, l'énergie, il y a moins d'énergie perdue, donc il y a plus d'énergie recyclée, et ça se traduit par l'ampoule. Quel est ton parcours? Est-ce que tu peux nous résumer ton parcours d'inventeur, de concepteur, d'innovateur? Ouais, alors, on ne devient pas, je pense, innovateur, inventeur comme ça. Je pense que c'est lié à... Alors déjà, je pense à une forme d'archétype, c'est peut-être l'épigénétique, je ne sais pas. J'ai toujours été curieux, je me rappelle, à mes 8-9 ans, je jouais dans le bac à sable et j'étais chez mes grands-parents en Pologne. J'allais dans la grange, j'étais dans un monde, je me faisais des films, je me fabriquais un vaisseau spatial, mais je savais que c'était du sable, quoi. Je savais que c'était pas vrai, mais j'adorais rêver.
À mes 13 ans, je me rappelle, j'ai piqué les jumelles de mon grand-père, j'ai défait le prisme, j'ai piqué les miroirs convexes, concaves et tout de ma mère pour son maquillage. Et je me suis fabriqué mon premier télescope parce que j'avais pas d'argent, etc. Donc j'ai préféré casser des choses de papy et maman pour faire mon premier télescope. Parce que je voulais me dire, waouh, qu'est-ce qui se passe là-haut, etc. Après, j'ai un peu évolué. Vers mes 15 ans, le prof de physique voyait que j'étais bon. Je me rappellerai toujours. Alors, il y a aussi l'écosystème qui a fait que j'avais la passion, mais il y a aussi plein de gens autour qui ont alimenté cette passion. Et je me rappelle, le professeur de physique qui voyait que j'étais passionné, il m'a amené au CDI un jour et il me dit, choisis le livre que tu veux. J'étais en mode, bon, pourquoi? Il me dit, parce que tu as l'air d'aimer. Et en fait, j'ai pris un livre. C'était un pavé, et c'était en fait toutes les définitions de tout ce qui était astrophysique, etc. Et en fait, ce livre, je l'ai lu en long, en travers, en large, et je me suis amusé à calculer les dérivations des galaxies, etc. Bon, c'est de la triangulation, c'est pas compliqué, mais juste, moi, je kiffais me dire, je veux faire de l'impossible, etc. Et après, moi, j'étais adopté, famille compliquée, donc aussi cet écosystème, ça a fait que j'étais toujours dans ma chambre à faire du sport, ou en fait à m'instruire. Alors, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais comme je l'ai dit, il y avait le CDI, il y avait pas mal de choses. Et il s'est avéré que à un moment, très jeune, je devais rentrer chez ce qu'on appelle l'école des cadets. C'est pour faire moi les officiers plus tard. Et ça, c'est pas fait. Et direct, j'ai fait 2 ans de BEP mécanique. Je me suis fait chier. J'ai eu les meilleures notes du bahut. Et direct après, je suis parti à l'armée, la Légion. Et j'ai fait 5 ans. Et au travers de la Légion, les OPEX, etc., c'est absolument pas ce que je croyais. Il y a une grosse dissonance entre ce que je pensais, le patriotisme, s'engager, etc. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais simplement de la chair à canon. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'étais dans une section et il y avait des gars avec les VAB, les portes étaient ouvertes, et en fait, ils s'amusaient à faire courir les enfants pour des boîtes de rations. Et là, j'étais en mode waouh, en fait, l'image m'a choqué. Je me suis dit, nous, on trouvait que les rations étaient dégueulasses, et il y a des gamins qui courent après ça. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que j'étais déjà, comme vous l'avez compris, dans la science, et quelques années après, j'ai commencé à mettre le doigt. Alors, j'avais commencé déjà à me poser la question sur l'énergie, et quelques années après, je regardais un film, une série Doctor Who, et là, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, mais attends, on est au XXIe siècle, tous les problèmes actuels de niveau de vie en Afrique, c'est en fait, on leur dit, ouais, non, tu dois pas polluer, tu dois pas faire ceci, tu dois pas faire cela, et on va leur dire, non, achetez des panneaux solaires parce que ça pollue pas, etc. Et finalement, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions alternatives pour le peuple, voilà. Et c'est vraiment de là qu'est née ma passion, en fait, finalement. Le fait qu'on me dise, c'est pas possible. Que, en XXIe siècle, il n'y ait pas des solutions qui permettent l'autonomie énergétique pour tout le monde, quoi. Donc tu arrêtes la Légion, tu te poses ce genre de questions, mais comment tu tombes dans la marmite de l'énergie libre? Comme j'ai dit, c'est multifactoriel, hein. Il y a mon enfance, mon grand-père qui me permet de vaquer à mes occupations dans la grange, dans l'atelier. Je me suis fabriqué des couteaux, j'ai fait plein de trucs. Déjà, je faisais des prototypes, je savais même pas ce que je faisais. Voilà, ça m'éclatait, voilà. Finalement, j'apprenais, je me servais mes 10 doigts, j'apprenais, je me faisais mal, et voilà. Et finalement, je pense que la série que j'ai regardée, Doctor Who, il y a un truc qui s'est déclenché et qui a fait que, non mec, c'est obligé qu'il doit avoir une solution, etc. Et moi, je sais que par nature, j'adore les défis. Et là, j'ai commencé à me renseigner, oui, c'est pas possible, les principes de la thermodynamique, patati, patata. Et là, j'ai fait, je m'en fous, j'ai expérimenté. Et un jour, au bout d'1 an, où j'ai commencé à tester les moteurs magnétiques, PRNDF et j'en passe, j'entends un point commun qui revient tout le temps, c'est Nikola Tesla. Et à l'époque, il y a 20 ans, personne ne connaissait Nikola Tesla. Ils ont même fait une étude, c'était dans une université aux États-Unis, où ils ont fait un sondage en posant les questions à tous les élèves là-bas. Connaissez-vous Nikola Tesla? Moins d'1% connaissaient Nikola Tesla, mais seulement l'unité, le Tesla. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même un truc de dingue. Je veux dire, le monde actuel est en grande partie, le monde industriel, grâce à lui. Que ce soit, c'est le précurseur du Wi-Fi, des rayons X,
de la robotique, même de la robotique, c'est même avec son premier sous-marin, mais énormément de choses. Je peux même pas les citer, quoi. Alors c'est un précurseur, il n'a pas tout fait, mais il a ouvert beaucoup de pistes, notamment l'IRM. Ça a été Darsonval qui a bossé avec Nikola Tesla, et Darsonval, c'est celui qui a créé le premier IRM à l'hôpital de la Salpêtrière, et j'en passe. Et du coup, il a été le précurseur de tellement de choses que moi je me suis dit, mais comment c'est possible déjà qu'on ne connaisse pas ce gars, quoi, il y a 20 ans. Alors aujourd'hui c'est démocratisé, il y a Internet et toute la clique. Et finalement, je me suis dit, je vais m'intéresser à ce gars, et là j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et c'est parti, et nous revoilà 22 ans après. Alors, quels ont été tes premiers prototypes et tes premières découvertes? Alors là, c'est intéressant. Premier prototype, clairement, ça a été des bobines de Tesla. J'ai quand même fait la première bobine de Tesla. J'ai démonté des micro-ondes, j'avais pas d'argent, j'ai rien fait. J'ai allé à la casse, je prenais des micro-ondes, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, on pouvait aller à la casse, on pouvait récupérer des micro-ondes, etc. Et là, j'ai tout fabriqué. Le moins de câbles que je trouvais dans la rue, je le reprenais. Enfin, c'était genre le manouche, quoi, carrément. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai pas d'argent pour faire. » Non, mais moi, j'avais pas d'argent, j'ai trouvé des solutions. Et j'ai fabriqué ma première bobine de Tesla, quoi. J'ai fabriqué ma première bobine de Tesla et j'ai fait un truc super joli. Et là, je me rappellerai toujours. Je pense que c'est un truc qui m'a tellement frustré, tellement blessé, que je pense que c'est le truc qui m'a fait continuer, persévérer. C'est un jour, ma mère me dit « Tu veux faire quoi dans la vie? Tu veux bosser là? Tu veux faire ceci? Tu veux faire cela ?» Et je lui dis « Je vais te montrer ce que je veux faire. » Et là, je me rappelle, je descends la bobine de Tesla que je fais et là, j'allume les éclairs. Là, des éclairs partout dans la pièce. Et là, ma mère elle regarde et fait « Ouais, ça sert à quoi ?» Et genre « Ouais, c'est ça que tu vas faire dans ta vie ?» Non, tu vas bosser à l'usine toute ta vie pour une vie que tu veux pas, une passion que tu veux pas, et tu vas être… Le truc conservateur, non, moi, un truc qui vibrait en moi, un truc qui me poussait, qui me disait « Non, continue, fais ça, tu kiffes, voilà. » Et finalement, j'ai continué, je suis devenu super fort dans la fabrication des bobines de Tesla, j'ai fait des spectacles, j'ai fait pas mal de choses. Et les premiers prototypes, ça a été vraiment les bobines de Tesla. J'ai travaillé, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je me suis aperçu, ne serait-ce que c'est vraiment très bête, mais dans l'ingénierie, tous les ingénieurs en génie électrique disent qu'une bobine de Tesla est un transformateur. Une bobine de Tesla n'est pas un transformateur électrique. C'est une antenne radio. Et la raison est simple. Qui est l'inventeur de la radio? Nikola Tesla. De quoi il s'est servi pour faire les premières transmissions? De bobines de Tesla, clairement. Donc en fait, j'ai expérimenté, j'ai redécouvert les bobines de Tesla, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai redécouvert le manifère, j'ai redécouvert la transmission d'énergie par le sol. Et après, finalement, en avançant, mais clairement en fait, aujourd'hui, toutes les choses que j'utilise aujourd'hui, c'est simplement l'extension de ma connaissance sur les bobines de Tesla, mais vraiment tout, que ce soit l'induction, les rails à induction, que ce soit le moteur, que ce soit, enfin même tout d'ailleurs, quand je regarde ici, on peut le voir, il y a des bobines de Tesla partout, quoi. Donc j'ai fait plein de prototypes, et ça tourne toujours autour de tout ça, quoi. Donc mes premiers prototypes et les prototypes après, c'est juste des extensions des bobines de Tesla. Tu as eu des financements d'ailleurs pour tes projets là. Alors, tu as eu des. Alors il y a 20 ans, j'ai pris des crédits et j'ai fait vas-y, allez hop. J'ai acheté les premiers oscilloscopes, les premiers générateurs de fréquences, pas mal de choses. Et en vrai, j'ai pris des crédits, je savais même pas si j'allais pouvoir les rembourser. C'est ce que je dis, l'innovation, c'est une prise de risque. Et en fait, à un moment, j'ai rencontré des gens, les premiers associés. Et en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'on va aller voir des financements? Est-ce que sur une simple intuition, je vais voir la banque, j'ai une superbe idée que je ressens au fond de moi. On dit que c'est pas possible, mais je vous dis que c'est possible parce que je le ressens. Non. Et en fait, la vie a fait que, je suis tombé sur les bonnes personnes à l'époque. Et c'est des personnes qui ont réussi à magnifier mon talent. Et en fait, on a fait tout un tas de spectacles avec les bobines de Tesla. On nous a plusieurs fois sollicités pour Incroyable Talent. On a travaillé
avec tout un tas de gens du spectacle. On a eu des gros contrats de plusieurs centaines de milliers d'euros. On a travaillé pour Nissan, L'Oréal, enfin voilà. Et finalement, à chaque fois, on réinvestissait cet argent dans la recherche. Voilà. Et finalement, le prix de la réussite de la recherche et de l'innovation, c'est le prix qu'on y met dedans, en fait. Voilà. Et finalement, j'ai eu après, on va dire, ces 7-8 dernières années, quand on a voulu, à l'époque, quand on m'a lancé un associé, et maintenant je suis tout seul, on a voulu, en fait, se mettre en mode start-up, en mode, on va aller lever des fonds, on a des technologies de fou, on a ceci, on a cela. Et en fait, alors, il y a des gens qui nous ont aidés, il y a eu des mécènes, il y a des gens qui ont donné de l'argent de bon cœur, parce qu'ils croyaient en le projet. C'est aussi croire en la personne que je suis, parce que, bon, moi, j'ai un comportement de gamin enfantin, j'adore, moi ici, c'est ma cour de récré, et eux, ils voyaient vraiment que, je pense, je suis pas à leur place, mais qu'ils voyaient que j'avais qu'un objectif, c'était continuer et diffuser. Et finalement, on a eu quand même de très mauvaises expériences. Plusieurs fois, j'ai eu des propositions d'investisseurs, on a eu des propositions, mais de dingue, des Émirats, Prince Al Thani, Mohamed Ben Salah. On a, alors je peux le dire aujourd'hui, on a été introduit auprès de Musk et Trump par Jacob Safar, qui en fait est un des représentants de Musk et Trump en France, que je salue d'ailleurs au passage, très gentil. Et donc moi je sais que eux me connaissent là-haut. On a eu, enfin là récemment, comme tu as pu le voir, une personne qui est venue aussi, pareil. C'est pas que c'est fait avoir avec les investisseurs, mais aujourd'hui, dans des technologies comme ça, les investisseurs sont toujours à vouloir la poule aux œufs d'or, sans mettre d'argent et attendre qu'on use les personnes, etc. Donc ça traîne 2-3 mois. Après, on perd de l'argent, etc. Et oui, j'ai eu de l'argent, des financements, mais à chaque fois, ça s'est mal passé. Non pas parce que je fautais, mais parce que l'intention derrière ces investisseurs était, je pense, mercantile et mauvaise. Donc aujourd'hui, tu as présenté ton moteur Infinix. Infinix, ouais. C'est quoi ce moteur? Quelle est sa nouveauté? Alors déjà, pourquoi le moteur Infinix? Alors la petite anecdote, c'est que il y a 9-10 mois, j'étais dans le coma. Et je suis en fait, juste avant qu'on me mette dans le coma, parce que c'est un coma artificiel, j'ai donné mes dernières volontés à Bruno, un ami que je salue aussi, qui me suit depuis des années. Et ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, et là, c'est fini. Genre, on me met dans le coma. Toute l'après-midi, je m'en souvenais plus parce que j'étais en train de délirer, 43 de fièvre. Et là, j'étais en mode, mais tout ça pour ça, quoi. Et du coup, on me met dans le coma. Je me réveille du coma. Et là, je réalise un truc, c'est que ce que tu possèdes te possède. C'est qu'en gros, on arrive sur Terre. Et en fait, on est tous en train de courir après les derniers téléphones, après la possession, ceci, cela, je veux ça, je veux acheter le dernier vêtement, je veux ceci, cela. Alors qu'en fait, finalement, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est tout ce qu'on vit, c'est simplement pour ressentir des choses au travers de nos sentiments. Point. Ou à travers de nos sens. Et finalement, ce qui nous rend heureux, c'est simplement ce qu'on ressent, nos sentiments. C'est pas le matériel, en fait. Et là, je me dis, il va falloir que je diffuse. Je me suis dit, là, il va falloir que je diffuse. C'est quoi ça? Donc là, tu vois, c'est drôle. Je dis que le matériel n'est pas important, que c'est juste. Et là, en fait, derrière, il y a un panneau solaire qui est tombé. Ça m'a fait rigoler parce que j'ai jamais de panneau solaire qui est tombé. Donc, si le matériel est important, comme les voitures, comme un téléphone, comme pas mal de choses, mais il ne faut pas s'attendre à ça pour être heureux. C'est ce que je voulais dire. Alors, ce moteur Infinix. Ah oui. Alors, le moteur Infinix. Pourquoi Infinix? Parce que j'ai sauté du coq à l'âne, comme je sais le faire, c'est que le moteur Infinix, c'est un peu le clin d'œil de un phénix, un jeu de mots, un phénix. Un phénix renaît toujours de ses cendres. Et pour aussi un peu le petit clin d'œil infini pour l'énergie libre infinie. Et le X, c'est pour dans la publication, vous allez voir les annulations en fait, d'attraction-répulsion. Et en fait, ça fait le signe de l'infini. Et au milieu du signe de l'infini, c'est là où en fait, on a cette annulation des champs magnétiques, et ce qui permet justement l'énergie libre. Et d'ailleurs, si on regarde le signe de l'infini, ça peut faire
je sais plus comment, des toroïdes, voilà. Alors, ce moteur Infinix, c'est un moteur électrique, c'est un générateur, c'est un électroaimant, c'est quoi? Alors, tout d'abord, ce moteur, c'est un nouveau type de moteur. Aujourd'hui, ces dernières semaines, j'ai réalisé qu'en fait, c'était l'équivalent des premiers moteurs que Michael Faraday sortait, en moteur courant continu. C'était l'équivalent des moteurs de Nikola Tesla à courant alternatif. Et c'est comme si là, aujourd'hui, je sentais que ce moteur, c'était un nouveau type de moteur qui fonctionnait avec d'autres lois. Ce moteur, ce n'est pas un générateur électrique, c'est un pur moteur, parce que tous les moteurs sont réversibles par nature. Ce moteur-là, il n'est pas réversible, il n'a qu'une fonction, c'est tourner, créer du couple moteur. Et si on fait tourner le rotor, on ne produit pas d'énergie électrique, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas de force contre-électromotrice dedans. Donc ce moteur, c'est un nouveau type de moteur qui obéit à des lois différentes, où les lois des autres moteurs classiques ne s'appliquent pas. Donc, quelle est la loi principale qui n'est pas appliquée dans ce moteur? Et en fait, la force contre-électromotrice. La force contre-électromotrice, vous allez voir, c'est très simple. Par exemple, alors je vais vraiment faire simple, parce qu'on a déjà parlé dans une autre vidéo. Quand vous prenez un bobinage avec un aimant, si vous court-circuitez le bobinage et que vous faites passer un aimant dedans, si le pôle nord s'avance dès l'électroaimant, le pôle nord va induire un courant, un champ magnétique, donc une variation de flux, un courant va naître dans le bobinage en court-circuit. Un courant qui traverse un bobinage, c'est un électroaimant. Donc il va se passer quoi? C'est comme si on avait un aimant et un électroaimant qui faisaient face en opposition nord et nord. Et là, du coup, quand on a deux aimants qui sont nord contre nord, il faut forcer. Ça, c'est la force contre-électromotrice. Mais à l'inverse, quand l'aimant s'éloigne, on va générer un pôle sud ici, et on a toujours le pôle nord ici, parce que lui, la polarité n'a pas changé. Là, ce que j'explique, c'est que dans mon moteur, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans tous les moteurs, on induit un courant dans un bobinage. Dans tous les moteurs, quels qu'ils soient, alternatifs, continus, on injecte un courant dans une self. Le courant va monter. Quand le courant va monter, il va pousser le champ magnétique de l'aimant. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, l'électroaimant, lui, sert à quoi? À générer un mouvement. Et vu qu'il génère un mouvement, parce qu'il a son champ magnétique qui gonfle à l'extérieur et qui pousse le champ magnétique de l'aimant, ça, c'est une condition sine qua non de tous les moteurs électriques. Tous les moteurs électriques, et j'insiste, tous les moteurs électriques, ce qui fait leur réversibilité, c'est que quand l'aimant bouge, je fais ça, je peux générer de l'électricité. Mais si j'injecte du courant, je peux faire bouger l'aimant. Donc il y a une réversibilité. Ce que je montre dans la publication et dans le moteur, c'est que cette force contre-électromotrice qui est, selon les principes physiques actuels en vigueur, et ils fonctionnent, je ne les remets pas en question, ils fonctionnent. Mais là, on est dans un cadre qu'on dit exotique en sciences, qui montre que ce moteur ne fonctionne pas grâce à l'injection de courant dans le bobinage, mais il fonctionne grâce à quoi? Hop! Parce qu'on a deux aimants, des aimants sur le rotor et des aimants sur le stator, où en fait, on fait disparaître le champ magnétique des aimants, et ça ne coûte rien. Donc faire disparaître le champ magnétique des aimants, ça ne me coûte rien. Mais au moment où on veut générer une force, en fait, on fait disparaître le courant dans la bobine. Donc quand le courant de la bobine, lui, disparaît, on ouvre, du coup, le courant arrête de circuler. Le champ magnétique, il disparaît d'un coup, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui produit le courant, le mouvement moteur? C'est la réapparition des deux aimants où leur champ magnétique revient à l'état naturel. Et là, je peux voir, là, en répulsion, je ne le tiens pas, c'est impossible. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui produit le mouvement moteur, c'est l'énergie de mes aimants. Alors on dit les aimants n'ont pas d'énergie. Ça, c'est peut-être pas. Juste, ce que je constate, c'est que mes aimants, d'un point de vue physique, momentanément, ils ne magnétisent plus.
parce que j'injecte un courant qui fait disparaître les deux aimants sur le rotor et le stator, et dès que je coupe le courant, bah, le champ magnétique disparaît, et là naît une force mécanique de mes deux aimants. Donc on est en droit de se demander d'où vient l'excédent, d'où vient l'énergie de mes moteurs. Et tu as pu constater au passage qu'il y avait plus d'énergie qui sort que l'énergie qui entre. C'est ça. Alors c'est ça qui est drôle, c'est que quand on dit au niveau de cette loi, on dit on ne peut pas contourner cette loi, enfin on ne peut pas se passer de cette loi dans tous les moteurs électriques, parce qu'on dit elle fait partie de la conservation de l'énergie. Donc la loi, rappelle-la. La force contre-électromotrice. Voilà. Donc dans un moteur, si on n'avait pas de force contre-électromotrice, la science, demandez à ChatGPT, à Grok, à Claude, ce que vous voulez, et tout le monde est d'accord pour dire c'est censé ne pas être possible si on n'a pas de force contre-électromotrice parce que ça violerait le principe de conservation de l'énergie. Moi aujourd'hui, ce que je montre, c'est que j'ai un moteur sans force contre-électromotrice, donc sans réversibilité. Et on constate quoi? On constate que c'est les aimants, quand ils réapparaissent, qui produisent un couple, et non pas le champ magnétique. Parce que quand le champ magnétique fait disparaître les aimants, il n'y a pas de mouvement. Mais quand on fait disparaître le champ magnétique du bobinage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bobinage, bah, s'il n'y a plus de champ magnétique dans le bobinage, bah, c'est sûr que ce n'est pas le champ magnétique qui n'est pas là qui fait tourner le moteur. Et c'est les aimants qui font tourner le moteur. Et là, c'est la seule conclusion logique. On a pu le voir avec les personnes qui étaient là. C'est tellement simple. Les gens, je les invite à lire la publication. Et vous allez voir, c'est tellement élégant, tellement simple, que c'est puissant. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu parles d'une publication. Tu peux nous en dire plus? Parce que quand est-ce qu'elle est sortie et à quoi elle donne accès? Oui. Alors, la publication scientifique, d'ailleurs, je vais la prendre ici. Hop. Tac. Alors, la publication scientifique, là, il y a 16 pages. Il y a aussi des pages en anglais. On va diffuser ça ce soir parce que là, ça fait une semaine que je diffuse déjà pour ma propre sécurité. Je ne veux pas être parano, mais pour ma propre sécurité, là, j'ai pas mal voyagé ces derniers jours. Et j'avoue, avec toutes les histoires que j'ai entendues, que ce soit Stanley Meyer, Slobodan d'Infinity SAV et d'autres, je ne veux pas être parano, je ne veux pas vivre sur la peur, mais j'ai préféré, la confiance n'exclut pas le contrôle, j'ai envoyé la publication à une 30-40 personnes, des gens de confiance, des techniciens, des ingénieurs, en disant s'il m'arrive quelque chose, balancez-la. Bon, aujourd'hui, on a balancé. Voilà. Le but de cette publication, c'est de donner le moyen physique, scientifique, intellectuel, un moyen de comprendre, de s'approprier le phénomène. Je l'ai décrit de A à Z, il y a du cas d'école aussi, pour expliquer, regardez dans un moteur, c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez dans le moteur que j'ai développé, les moteurs que j'ai développés, ça fonctionne totalement autrement. En gros, alors c'est aussi né un peu, je pense, pas peut-être d'une frustration, je pourrais pas dire, du fait que beaucoup de gens s'intéressent à l'énergie libre. Mais il y a un truc, moi, qui m'énerve un peu dans ce domaine-là, c'est que tout le monde parle d'énergie libre, mais personne ne fait des mesures d'énergie. Personne n'explique pourquoi. Personne n'utilise des appareils de mesure, etc. Et je parle de tous ceux qui prétendent avoir des excédents d'énergie. Moi, aujourd'hui, je me dis, même si j'ai un moteur et que je prétends des choses, si les gens ne peuvent pas s'accaparer la compréhension physique de ce phénomène-là, bah à quoi bon en fait? Ils vont bosser sans savoir ce qu'il faut faire, etc. Donc le truc, c'est avoir une publication qui permet de partager. Dans cette publication aussi, je tiens à cœur, j'ai fait plusieurs déclarations, et notamment une que j'inviterai les personnes en fait à réfléchir, parce que tout le monde dit l'énergie c'est bien, ça va sauver le monde. Bah, j'ai aussi apporté du contenu dedans pour expliquer que peut-être ça peut courir à notre perte. Voilà. Donc moi, je suis personne pour savoir si c'est bien ou c'est mal. J'ai mon cœur qui me dit fallait que tu partages. Personne ne l'a fait. Et vu que j'ai envie d'être un peu, je suis un peu le mec qui veut faire comme personne dans l'énergie libre. Moi, je vais diffuser. Alors c'est dédié à toute personne, une personne comme moi, si elle lit ta publication, est-ce qu'elle peut mettre en place le système, ou est-ce que ça vise un public quand même plus pointu? En vrai, je sais pas trop.
Parce que j'ai eu quand même des personnes qui n'y connaissaient pas forcément rien, qui avaient juste quelques petites notions dans les moteurs, hein. Beaucoup de personnes ont compris le principe. Alors, l'appliquer, là, par contre, c'est différent. Il faut quand même des compétences, il faut un savoir-faire, etc. Mais, de ce que j'ai pu ressentir, déjà, dans le premier niveau, des gens qui n'ont pas forcément les compétences, c'est le cas d'école. On explique vraiment la chose simple, c'est comment un moteur fonctionne. Voilà. Et donc, on peut visualiser, même si les gens ne connaissent pas les formules, on peut visualiser, OK, un moteur fonctionne comme ça fait ceci, cela. Et à côté, on a un comparatif de ce que le moteur fait. Et du coup, on peut comprendre déjà intuitivement, même si on n'est pas calé, comment ça fonctionne. Après, aujourd'hui, cette publication, nous, on veut viser quand même des gens qui ont quand même un certain background. Là, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu, qui habite pas loin. Bah, c'est une personne, elle n'a pas de bagage scientifique, mais elle fait. Elle a refait du Bedini, elle a refait tout un tas de choses. Et bah, c'est des gens comme ça qu'on veut. C'est des gens qui font, qui prennent du risque, qui se disent, bah tiens, je vais aller acheter un aimant, des aimants, je vais bobiner, je vais tester, je vais voir. Et après, c'est ces gens-là qui vont dire, OK, je vais faire. Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, malheureusement, eux, ils vont partir du principe que ce n'est pas possible. Ils vont même pas s'y intéresser. Ils vont snobber, ils vont faire, ouais, mais non, c'est bullshit. Voilà. Donc moi, ce que je vise aujourd'hui, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit. La publication, elle est faite pour en savoir assez pour la réplicabilité. Et le phénomène en soi est tellement simple et élégant, comme le diraient certains doctorants et physiciens qui sont venus. C'est tellement simple et élégant que, de facto, même sans 1 milliard de formules, c'est, comment je dirais, c'est sûr que la force contre-électromotrice n'est pas présente pour la simple bonne raison, c'est que ce n'est pas le bobinage qui produit un mouvement moteur. Rien que de ça, déjà, c'est inattaquable. Et tu espères quoi en envoyant cette publication, comme ça, des centaines, des milliers de techniciens, d'ingénieurs, etc. Alors, en vrai, j'ai le côté un peu candy, tout est beau, tout va bien se passer, ça va révolutionner le monde, plus de faim dans le monde, etc. À côté, quand j'en parlais, bah, je pense, alors je vais peut-être être négatif, quand je vous ai montré tout à l'heure, et je montre depuis déjà pas mal de temps, tout un tas de brevets qui existent déjà, où toutes les solutions sont là, je me dis, il y a des brevets, pourquoi personne ne refait? Pourquoi personne ne refait? C'est quand même dingue. J'ai mis en open source il y a 2 ans ce que j'appelle les tubes barotropiques. Je vous ai montré, Nexus, il y a d'autres, les brevets que j'ai réussi à retrouver parce que j'ai trouvé le phénomène. J'ai regardé. Je vois quoi? Bah, je vois qu'en fait, finalement, le truc il est tombé dans l'oubli. La seule chose où je me dis peut-être que ça pourrait percer, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'hypercommunication. Mais si ça communique, mais que personne ne fait, que personne ne prend de risque, personne ne... Je sais pas, il suffit juste d'acheter du bobinage, quelques aimants, une petite alimentation, on teste et on fait « waouh, ça fonctionne quoi ». On va me dire « ouais, mais c'est trop simple pour que ça fonctionne ». Un moteur à courant alternatif de Tesla, c'est quelque chose de très simple. C'est des bobinages, voilà, qui sont mis à 120 degrés et qui sont commutés l'une et l'autre. À l'époque, on était en mode « non, c'est pas possible ». Et pourtant, c'est très simple aujourd'hui. Moi, ma revendication, c'est j'ai pas de force contre-électromotrice, c'est simple à appliquer, c'est simple à s'approprier, c'est ce qui fait la force de la publication, c'est ce qui fait la force de cette technologie, c'est que n'importe qui peut s'approprier, n'importe qui peut la répliquer, et moi aujourd'hui, je vais rester juste dans la publication, pas dans le futur de ce que ça va faire, j'attends juste de cette publication que les gens s'y intéressent, les gens s'approprient cette technologie, les gens mettent les mains dans le cambouis, qu'ils foirent, qu'ils fassent cramer des choses, parce que peut-être ils n'ont pas réussi, mais qu'ils serrent les dents, et qu'à la fin, plus on est de fou, plus on rit. Il y a un moment, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que cette technologie, il y aura peut-être un investisseur qui va s'intéresser. Alors un investisseur éthique, hein, comme je les appelle, peut-être qui va dire « Ah, le projet Atlas, c'est un truc de fou. Allez, boum, boum, boum. Je finance, je mets, je sais pas, 30 millions, 50 millions dedans. Les projets sont dingues. On va faire un projet éthique, mais pas un projet qui est là pour l'argent, pour se gaver, pour jouer sur l'hypocrisie de regarder, on est écolo, mais à côté, on jette les poubelles, on les enfouit un peu comme on fait avec les éoliennes, et j'en passe. Non, c'est quelque chose qui doit être éthique, et ça, on insiste dessus. Alors, quels seraient les bienfaits, les avantages d'utiliser cette technologie plutôt que celle qui est utilisée aujourd'hui?
C'est quoi le... Bah déjà, Le je l'ai plus. expliqué, c'est déjà ce système-là donne accès à un système qui a des gains d'énergie. Donc à partir de là, si ça a des gains d'énergie, bah c'est ça un peu le concept de l'énergie libre. Ça avoir une source d'énergie propre, abondante, non polluante, peu coûteuse. Et aussi, ça c'est quelque chose qu'on l'oublie, avec très faible matière, énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer le tout, et aussi justement tout ce qui est entretien et SAV. Là, j'ai eu des réactions plusieurs fois. Les gens me disent, mais en fait, ton moteur, c'est du low-tech. Oui, c'est du low-tech. J'ai fait avec l'impression 3D. J'ai fait avec ce que j'avais en stock dans le labo. Voilà. Donc ça, oui, ça permet à quoi? Dans l'absolu, si on est dans le pays de Candy, on pourrait se dire, oui, du coup, on peut créer des puits, on peut aller dans le désert, mettre des clims, on peut aller, enfin, je veux dire, ça améliore le confort. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que le confort, ça n'a pas un prix de faire n'importe quoi au niveau de l'écologie? Peut-être, parce que plus on a accès à l'énergie, plus on tend à consommer, à convertir les matériaux d'une forme à une autre. Je pose juste la question, est-ce qu'une énergie infinie dans un monde fini, c'est bien? Je ne sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas la réponse. Des fois, on peut être surpris, on peut se dire la technologie, elle prend un chemin qui est vertueux. J'ai l'impression que non. Quand on regarde le nucléaire, c'est bien au début, Pierre et Marie Curie, on va faire ça, etc. Le premier truc qu'on a fait, avant même de créer le premier water d'électricité, on a fait des bombes nucléaires. Internet, ah oui, on va avoir accès à l'information infinie, on pourra... Ouais, 75% de la bande passante aujourd'hui, c'est pour du porno. Ou pour envoyer des chats de l'IA, etc., des trucs un peu... voilà. Donc je me dis, est-ce que avoir une énergie, un truc comme ça, c'est vertueux? Je le pense, si les gens, sont conscients de ce que ça implique dans les changements de société. Est-ce qu'on peut se le procurer, ce moteur Infinix? C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait créer un moteur, bon déjà grâce à la publication, si j'ai bien compris, il peut comprendre le concept, donc mettre en place un microsystème, comme tu disais, avec des petites bobines. Mais s'il veut vraiment créer un moteur, comme tu nous l'as montré ce matin, comment il fait? Alors, le projet Atlas, il n'a même pas un mois. J'avoue, j'ai été débordé du projet parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés. J'ai vu des familles en dehors, il y a des scientifiques, j'ai vu plein de gens qui ont fait « Waouh, ton projet, il est trop bien ». Des scientifiques, des docteurs, d'autres personnes dont je ne citerai pas le nom, des gens qui ont une hype de fou, qui viennent rejoindre le projet. Je fais « Waouh, c'est un truc de fou ». Et du coup, pour la réponse, c'est déjà on a la publication, les gens s'approprient, les gens expérimentent. Nous, ce qu'on aimerait dans le projet Atlas, moi ce que j'aimerais, c'est pourquoi pas faire des petits moteurs qui sont là juste par exemple pour commencer un peu, comme je le disais hier, un peu comme par exemple il y a des petites voitures sur certains sites d'électronique pour apprendre un peu à savoir comment fonctionne l'hydrogène, les voitures à hydrogène, les piles à combustible. Et je me suis dit, le tout commence par l'éducation. Et je me dis, si je commence à apprendre aux gens à faire des gros moteurs, des ceci, des cela, et j'en passe, je me dis, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que ça va être, je sais pas, pour mettre la clim, là il fait 40 degrés dehors, est-ce que ça va être pour mettre 10 clims et pas payer et être à moins 10 dans leur maison, quoi, alors qu'ils sont pas là, comme certaines personnes d'EDF font parce qu'ils paient très peu l'électricité, j'en ai connu. Hein. Donc aujourd'hui, oui, c'est accessible. Les gens qui veulent vraiment comprendre la technologie, la publication est là. La publication est là. La publication, la clé dans les moteurs pour avoir des excédents d'énergie, c'est la suppression de la force contre-électromotrice. Donc déjà, en s'appropriant cette publication, ils ont 90% du savoir pour le faire. Après, j'ai envie de valoriser aussi l'engagement des gens. C'est-à-dire, moi, je veux que les gens viennent, je veux que les gens fassent, que les gens s'investissent, là, comme on a pu le voir là, sur la petite conférence qu'on a fait. Les gens sont là, moi j'ai des gens qui me suivent depuis plusieurs années, ils viennent à toutes mes conférences, on fait des stages, un jour je fais ceci, un jour je fais cela, et on partage, je partage les choses. Comme je l'ai dit, il y a 2 ans, j'ai fait un stage avec les tubes barotropiques. J'aurais donné une liste de courses, ils sont partis à la Quincaillerie, ils sont revenus,
Je leur ai montré, on a fait ça, on a fait des bilans d'énergie, ils ont vu que ça fonctionnait. Le seul regret que j'ai, c'est que je leur avais demandé de tous en mettre en open source, de faire, ils n'ont jamais rien fait. Donc, oui, c'est réplicable, bah, je le fais, donc c'est réplicable. Oui, j'ai envie de proposer des stages, il y a des gens qui me proposent jusqu'à 20 000 € pour que je les forme sur ces technologies, mais je ne cours pas après l'argent. Je veux, et ça je veux, j'insiste, je veux des gens qui sont là pour la vision, qui sont là pour ce que la vision, porter la vision en fait finalement, c'est juste ça. Donc des gens pourraient venir ici dans le laboratoire pour se faire former, hein? Et tu peux aussi, toi, si on t'appelle, aller faire une conférence, prendre un exemple de moteur, expliquer à des élèves, par exemple. Ah mais moi je vais être honnête, hein. Demain, il y a 250 doctorants qui me disent viens avec ton moteur, je veux que tu nous montres. Ah mais je suis le plus heureux, hein. Je suis le plus heureux. Alors je dis beaucoup moi je, mais ça fait un peu égocentrique, mais j'ai envie de ça en fait. J'ai envie de partager cette technologie-là. Quand je vois que Nikola Tesla, il n'a pas réussi, quand je vois que plein de gens n'ont pas réussi, alors je ne connais pas leurs raisons, hein, je ne les connais pas, je n'ai pas mangé avec eux, je n'ai pas vécu avec eux. Moi aujourd'hui, de ce que je vois factuellement, ça n'a pas percé jusque-là. Je vois le QEG, je vois l'effet Dumas, je vois Kesh, je vois et tout un tas d'autres. Ils donnent des plans, mais il n'y a pas de consistance physique, il n'y a pas de publication, il n'y a rien. Donc moi aujourd'hui, j'ai trouvé mon public. Mon public, ce n'est pas les gens passionnés, alors c'est les gens passionnés, mais mon vrai public, moi, c'est des gens, des scientifiques, des doctorants, des physiciens, voilà, et c'est ce que je veux, parce que c'est par des gens comme ça, des gens qui ont une forme d'esprit où ils vont creuser, trouver la petite bête, se dire « Ah, mais peut-être que oui, ok ». Parce que là, je le répète, hein, c'est que pourquoi, quand on annule avec un bobinage le champ magnétique d'un aimant, ça ne nous coûte aucun centime d'énergie. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse du tout. Mais si un scientifique creuse le sujet, bah peut-être qu'en travaillant, je dis une bêtise, bah peut-être le mec il va dire « Waouh, ce fameux énergie du point zéro de je sais pas quoi », il va peut-être dire ah, « Peut-être finalement ça c'est la clé ». Peut-être. Et s'il y a, par exemple, quelqu'un qui sait faire du montage vidéo, du graphisme, pour vulgariser cette idée en un petit dessin animé, par exemple, avec des schémas, ça t'intéresserait aussi? Alors oui, déjà ma volonté, c'est de transmettre, partager, vulgariser. Et effectivement, je me dis que le meilleur des formats, ça serait une petite connerie que j'ai en tête, mais un petit bonhomme qui arrive et qui explique un peu, ah ben vous voyez, dans les moteurs classiques, ils fonctionnent comme ça, et voilà, et quand vous faites ça avec le moteur, ça fait ça, vous pouvez le tester chez vous avec un petit moteur que vous avez dans votre trottinette ou je sais pas quoi, et ces lois, c'est ça qui empêche ça. Petit rappel de la conservation de l'énergie, ça. Ok, on pose les bases. Et à côté, un des petits dessins en disant, tu vois, tu as un aimant, cet aimant, il a un champ magnétique qui est constant, tu prends un bobinage, tu l'enroules comme ça, tu fais ça, boum, tu injectes du courant, le champ magnétique de l'aimant, il ne voit plus, tu peux mettre un morceau de fer dessus, ça ne magnétise pas, alors que pourtant c'est un aimant. Bah oui, parce qu'en fait, on a injecté un courant qui fait disparaître l'aimant. À partir de là, tiens, qu'est-ce qui se passe si on met un aimant au-dessus d'un aimant qui n'aimante plus? Boum, et tu ouvres le bobinage, et là, pouf, le champ magnétique de l'aimant qui a disparu, lui, il réapparaît, et ces deux aimants qui sont en répulsion, mais c'est leur énergie magnétique qui fournit le couple, mais ce n'est pas l'énergie magnétique qui a produit ce couple. À partir de là, voilà, pas de force contraire motrice. Enfin voilà un petit dessin. Je pense souvent à Jurassic Park. Quand je sais plus là, le mec barbu blanc, il montre, il est tout passionné, et il y a un petit bonhomme, un petit brin d'ADN qui explique les dinosaures, etc., etc. Je me dis, il faudrait un truc comme ça. Ça serait un truc un peu rigolo. Bon, on lance un appel, chers auditeurs. Il arrive que des gens écoutent et puis après se proposent. Donc vous pouvez envoyer un message soit à journaliste au singulier @nexus.fr, on fera suivre, soit directement à Christophe. C'est quoi l'adresse email? Alors, sur l'adresse email, de toute façon, il y a la page contact sur projetatlas.fr. Voilà, projet-du-6 atlas.fr. Vous pouvez voir. On fait aussi une adhésion. Alors, à 50 €,
pour avoir accès au, au disque dur, enfin au serveur qu'on a ici au laboratoire, avec là on est en train de voir pour classer on est en train de classer les brevets, on est en train de tout classer, pour que moi je puisse diffuser et avoir en fait une bibliothèque de tout un tas de chercheurs. Là je vous ai montré tout à l'heure, par exemple des brevets sur la barotropique, le moteur de Joseph Pape que personne ne connaît, un moteur thermique qui était auto-alimenté. Je vous ai montré aussi tout un tas de choses sur la barotropique, d'autres technologies. En fait c'est ce que je veux montrer aux gens. Regardez. Là, il y a des brevets, ils sont validés, ils sont même B2, B3, ça veut dire qu'il y a eu un rapport de recherche dessus, ça veut dire que ça a été validé, mais ça n'a pas été démocratisé. Donc, le truc, c'est qu'on veut aussi atteindre ce qu'on appelle une association reconnue d'utilité publique. Parce que ça permet des financements européens et j'en passe et j'en passe. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Peut-être, peut-être pas. De toute façon, on ne se concentre pas sur ce que l'État peut nous rapporter, etc. On fait ce qu'on a à faire et voilà. Parce qu'on rappelle que c'est une association qui mène le projet Atlas. C'est ça, c'est une association. Alors on voulait faire fondation, mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Je vais donner son nom parce qu'il fait partie, c'est Thibaut Verpieste. Vous pouvez le voir sur YouTube. Et Thibaut Verbiest, qui est notre avocat, lui souvent, voilà, il nous dit, on devrait faire plus comme ceci, comme cela, etc., etc. Donc par exemple, on va faire aussi dans le projet Atlas. Parce qu'en fait, on va aller faire des levées de fonds et pour l'association, c'est compliqué de faire une levée de fonds. Donc en fait, on va faire une holding, une société rattachée directement à l'association Atlas. Et en gros, on va pouvoir lever des fonds. Et en fait, dans cette société Atlas, on va faire ce qu'on appelle des perpetual bonds. C'est-à-dire que si des gens veulent investir dans l'association Atlas, ça sera par le biais de la société Atlas. Et les gens, avec les perpetual bonds, c'est genre, tiens, je mets 1000 euros, je les récupère quand il y a du bénéfice, ou soit je les réinjecte, etc., etc. Mais les gens ne rentrent pas en tant qu'actionnaires dans la boîte. Donc, on a plein de schémas, on a plein de choses. C'est en train de se poser. Moi, j'ai ressenti l'urgence avant de tout bien structurer. J'ai senti l'urgence de dire, hey, mec, là, c'est peut-être un peu dangereux ce que tu fais. La puissance de la publication, et je le vois au travers de la réaction de beaucoup de gens, je me dis, bon, allez, joue pas avec le feu. Si tu commences à mettre une cible au-dessus de ta tête avec le projet Atlas, avant de monter en puissance, balance la publication. Et d'ailleurs, on en profite pour rappeler que dans le numéro 165 de juillet-août 2026 dans Nexus, on a tout un article écrit par Charles-Maxence Laillé. Charles-Maxence Laillé qui m'a dit de venir ici, c'est lui. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il m'a dit de venir, parce qu'il a fait un article sur les scientifiques qui travaillent notamment sur l'énergie libre, qui disparaissent, qui sont assassinés ou qui, alors qu'ils avaient bien dit qu'ils n'étaient pas suicidaires, se suicident ou carrément disparaissent sans qu'on sache où ils sont. Donc, faut faire attention. Donc, on espère que nous allons arriver au bout de cet entretien sans embûche. Je me pose souvent la question. Alors, j'ai jamais vécu dans la peur de. Alors, quand même, je pourrais, parce que je tiens à apporter les preuves. Je pourrais te montrer, Estelle. Par exemple, j'ai les cartes des services de renseignement, de mes contacts, qu'on appelle contacts privilégiés au sein des services d'enseignement. La première fois qu'ils sont venus, c'était il y a 7-8 ans. J'étais dans le Jura, à Poligny, et j'étais d'abord abordé par un policier qui disait, bon, je suis enquêteur, etc. Et quand il commence à me poser des questions, je me suis dit, c'est bizarre. Et à un moment, il me dit, attendez, là, ce que vous faites, c'est... Alors là, attendez, c'est comme si j'avais donné le bâton pour faire battre, d'ailleurs, à sa réaction. J'ai l'impression que j'en avais trop dit. Et il me dit, attendez, là, c'est pas de mon ressort, ce que vous faites, c'est... Voilà. Et du coup, je sais plus, une semaine après, j'ai 2 belles nénettes qui viennent. 2 belles nénettes, mais limite mini-jupin. Genre, super bien tailleur et tout. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment, ils sont forts quand même. Ils se disent, Christophe, il a un petit faible avec les femmes, c'est ça et du coup, je me suis dit, c'est quand même pas bête. Et le premier truc que j'ai fait, avant qu'ils viennent, j'ai mis toutes les caméras, j'ai caché des caméras dans le labo, etc. J'ai filmé leur tête, etc. Alors maintenant, ils vont le savoir, mais par contre, en fait, ce qui m'a fait bizarre, là, c'est juste ce que je rapporte. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que à un moment, je leur dis, ouais, mais si j'avais pas accepté que vous veniez, qu'est-ce qui me serait arrivé? Moi, je dis, vous inquiétez pas, on aurait eu nos informations quand même.
Là, quand elles m'ont dit ça, ça m'a foutu les boules. Parce que je me suis dit, je suis écouté, qu'est-ce qui se passe? Et j'aurais posé aussi une question à un moment, je leur ai dit, mais pourquoi vous vous intéressez à moi? Et là, ça m'a mis sur le cul. Ils m'ont dit, en fait, vous êtes affilié à aucun institut, aucune faculté, à l'État, vous n'avez pas de crédit d'impôt recherche, vous êtes un labo, vous êtes passé plusieurs fois à là, on a eu des infos comme quoi vous étiez en relation avec un tel, et ils appellent ça le service d'intelligence économique. Ouais, je dirais plutôt espionnage industriel, mais bon, on reste, voilà. Et ça, j'ai les preuves, hein, j'ai encore les vidéos, j'ai encore pas mal de choses, parce que je me suis toujours dit, on ne sait jamais ce qui m'a marié. Et par contre, aujourd'hui, je me dis, waouh, je viens de diffuser la publication, du coup, pourquoi moi en fait? Pourquoi je suis pas mort? Je me dis, alors peut-être que c'est du bullshit en fait, tous ces morts, peut-être que c'est une histoire déformée et j'en passe. Ou je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, ils sont en mode, ouais, il y a un moment, peut-être qu'il faut balancer ça. Ou j'ai une autre supposition, c'est peut-être que tous les mecs qui sont fait tuer, toutes les personnes, toutes les femmes, c'est peut-être forcément des gens qui étaient là qui bouleversaient trop rapidement l'économie mise en place. Je donnais l'exemple tout à l'heure et je termine sur ça. C'est, par exemple, s'il y a un gros carrefour qui fonctionne bien, et moi à côté, j'installe un Leclerc juste devant leur porte et je fais des prix qui sont 20-30 fois moins chers. Je pense que la réaction du propriétaire du magasin, c'est de m'en foutre une bonne dans la tronche. Vous voyez? Et le parallèle, c'est quoi? C'est qu'il y a ITER, ils ont dépensé des dizaines de milliards, il y a plein de projets où ils investissent, crédit d'impôt recherche, et j'en passe et j'en passe. Si un mec arrive et il dit « Ouais, tu sais quoi? Allez, le kilowattheure, on le fait à 0,00001 centime et l'appareil, il dure 40 ans, tu as juste à changer les roulements de temps en temps, les graisser. » Ouais, là, c'est mal. Voilà. Et je me dis peut-être que j'ai peut-être pris la bonne stratégie, j'en sais rien. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Christophe, avant qu'on termine cet entretien? Oui. Déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues ici, parce que c'est des gens qui viennent quasi tout le temps. C'est assez drôle. Avant, j'étais un peu frustré quand plein de gens me disaient qu'ils allaient venir. J'ai eu au moins une trentaine de personnes qui m'ont dit qu'ils allaient venir. On n'a pas été beaucoup aujourd'hui. Et notamment, il y a France 3, il y a Ouest France, il y a tout un tas de journalistes qui étaient venus là, il y a 10 jours au labo. Et ils m'ont dit, ouais, on passera, c'est intéressant ce que vous faites, hein, etc., etc. J'ai envoyé, j'ai eu des réponses, ils ne sont pas venus. Donc, je remercie Nexus. Et c'est assez drôle. Hein. Ce que je veux dire, c'est assez drôle. C'est je me rappelle, il y a 20 ans, j'ai lu un Nexus. Et la première émotion que j'ai eue dans Nexus, parce que je me suis intéressé à l'énergie, c'est que j'ai été frustré. Je suis resté sur ma faim parce que ça parlait d'un Chinois ou un Japonais qui avait développé une technologie. Et je regarde et je fais, ouais, c'est bien, mais je ne sais pas comment on fait, quoi. Il n'y a pas la réponse dedans. Et c'est un peu comme si la boucle se bouclait et que je me disais, aujourd'hui, je passe dans Nexus et que je me dis, finalement, il n'y a pas de hasard. Dans Nexus, de ce que je vois, tous les gens que je connais qui viennent me voir, qui s'intéressent à l'énergie, beaucoup de gens lisent Nexus. Donc je me dis, il n'y a probablement pas de hasard. Donc je vous remercie tous et paix et amour. Et je terminerai sur aussi, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je l'ai fait. Merci Christophe. Alors nous mettrons le lien de la publication dans le descriptif de la vidéo. Nous aurons également aussi certains témoignages de personnes qui sont venues ce matin. Je les ai interviewées. Donc avant de nous quitter, j'aimerais qu'on passe un petit moment avec eux. Aujourd'hui, j'avais envie de voir de mes propres yeux parce que je suis Christophe Tétart depuis un moment sur Internet et j'avais jamais eu l'occasion de venir à son laboratoire. Et tu viens de loin ? Oui, je suis basé en Haute-Savoie. Et j'adore ce qu'il fait, je suis admiratif même de ce qu'il fait. Et moi, je n'ai pas le temps d'y travailler parce que je développe autre chose. Et en open source, ça me plaît beaucoup qu'il ait décidé de le mettre en open source comme ça. Qu'est-ce que tu as appris ce matin ? Est-ce que tu pourrais résumer ce qui a été donné par Christophe ? Oui, Christophe aujourd'hui a présenté son principe de moteur qu'il appelle un Phoenix. En quoi c'est révolutionnaire ? Alors, jusqu'ici, en fait, tous les moteurs électriques utilisaient le champ électrique des bobines pour faire tourner l'aimant du rotor. Et donc là, on passe sur un autre principe, on utilise les aimants
donc les aimants du stator pour faire tourner le rotor. Donc c'est finalement un moteur électrique qui travaille sur un autre principe de rotation et qui a priori devrait permettre de grandement augmenter le rendement. L'idée qu'a transmis Christophe ce matin, c'est quoi le concept? Tu pourrais nous résumer le concept qu'il a proposé? Qu'est-ce que tu as compris? Le concept, c'est simple, c'est utiliser une force qu'on a déjà, la force magnétique des aimants, d'accord, comme justement force motrice. Et ce qu'il faut, c'est simplement couper ce champ moteur, juste le temps de pouvoir le réactiver. Et ça coûte moins d'énergie de le couper que d'en activer un, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué, finalement. Et en quoi c'est différent d'un moteur? Parce que normalement, un moteur... Parce qu'un moteur, en fait, c'est l'énergie que tu vas lui apporter dans le bobinage qui va faire tourner ton moteur. Donc, cette énergie, tu vas la reprendre en bac EMF. Aujourd'hui, en fait, juste en coupant le champ magnétique, il n'y a plus du tout de courant induit ni rien du tout. Et au moment où on laisse le champ magnétique s'exprimer, c'est là où on a toute la force du moteur. Ce qui fait qu'on peut arriver à des moteurs avec une puissance assez intéressante. Aujourd'hui, on a des électroaimants qui soulèvent... des aimants permanents qui soulèvent énormément de poids. Donc, si on les met en répulsion tous les deux, ça peut donner des moteurs avec une force incroyable. Et il ne veut pas justement que ces travaux finissent dans les mains d'un monopole. Il veut que ça puisse être utilisé par tout le monde. C'est pour ça qu'il a toujours refusé le monopole. Quand il a toujours dit aux financeurs qui se sont présentés qu'il pouvait l'utiliser, mais qui se réservait le droit, lui, de pouvoir l'utiliser de son côté et qu'il autoriserait, hors cadre commercial, la duplication de ces principes. Donc, ça s'appelle pas ça. Si un citoyen lambda veut le fabriquer pour lui, son entourage, hors commercialisation à plus ou moins grande échelle, il aura l'autorisation. D'où l'open source pour que les gens protégés, bien entendu, par des brevets et d'autres principes, pour que ce ne soit pas verrouillé, ce soit un accès libre, sans que quelqu'un puisse avoir le monopole dessus. L'humanité nous demande de trouver des solutions, hein. En gros c'est ça, et on est en train d'essayer de chercher et on s'aperçoit qu'on est plein de gens à chercher, donc c'est aujourd'hui il faut qu'on se rallie, quoi, qu'on mette tout ce qu'on a cherché en commun, quoi. Ouais, on était peu nombreux, mais ils avaient l'air heureux de cette matinée. Par rapport à ce que tu dis, par rapport au témoignage, parce que finalement, moi, ils m'ont fait un retour et c'est des gens qui sont venus plein de fois. J'ai fait des conférences, j'ai essayé d'expliquer. Et là, tu as dû l'entendre, c'est qu'ils étaient en mode « Waouh, là, j'ai tout compris ». Et en fait, je suis content parce que je suis aligné avec ce que je ressentais en mode « Non, mais c'est tout simple, tout le monde peut le comprendre ». Et là, j'ai vu des gens qui n'ont pas forcément des diplômes, etc., mais qui sont quand même des gens qui s'intéressent un peu à la science, un peu. Et c'était en mode « Ouais, j'ai compris ». J'ai vu les sourires, j'ai vu... voilà. Et je me suis dit, juste ça, ça vaut 200 personnes qui viennent là et qui ne comprennent pas, en fait. Et franchement, je suis content. Aussi, chose importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous allons mettre en ligne cette conférence, parce que nous l'avons filmée. Oui. Donc, vous aurez aussi une autre vidéo sur Nexus avec la conférence. Alors, comme mot de la fin, j'ai envie de vous poser une question pour que vous compreniez finalement ce que j'offre. Et je vous pose la question à tous ceux qui possèdent une maison, une voiture, qui possèdent des biens précieux. Si une personne venait demain, un parfait inconnu, vous disait « Hey, viens, tu me donnes ta maison pour rien, gratos », est-ce que vous le feriez? Moi, c'est ce que j'ai fait avec 22 ans de recherche et ça vaut largement plus de 10 maisons et beaucoup de sacrifices personnels. Et voilà. Donc, vous en pensez ce que vous voulez, mais je l'ai fait. Faites-en bon usage. C'est ça. Merci Christophe. Avant de nous quitter, je rappelle que le magazine Nexus est un magazine d'information libre et indépendante, sans subvention, sans pub, et que sans vous, lecteurs, je vous le rappelle à chaque fois, nous ne pourrions vous proposer des contenus en accès libre comme ceux que nous proposons chaque jour. Là, nous sommes venus jusqu'en Vendée. Nous aimerions nous déplacer plus régulièrement, mais ça occasionne des frais, ça occasionne une certaine logistique. Donc, nous comptons sur vous. Merci beaucoup et à très bientôt.